Bienvenue si vous nous rejoignez, nouvelle tranche d'information dans notre spécial consacré aux élections européennes jusqu'aux petites heures de la nuit avec de nouveaux invités, des députés européens. On commence tout de suite par un petit point avec vous, Florent, sur les estimations européennes avec cet hémicycle européen qui commence à prendre forme au fil des heures. Et nous serons en mesure, bien sûr, de vous donner des résultats beaucoup plus précis avec des résultats partiels à 23h15. Mais vous allez découvrir donc ces estimations concernant le prochain Parlement européen, un Parlement à Bruxelles, toujours dominé, vous le voyez, par le Parti populaire européen. Le PPE obtiendrait 173 sièges. C'est un net recul, il faut noter, de 48 sièges par rapport à l'élection de 2014. Il devance, comme il y a 5 ans, les socialistes et démocrates européens, 147 sièges. Là aussi, la chute est du même ordre, moins 44 sièges en 5 ans. Troisième place pour l'union entre la République en marche et l'Alliance des démocrates et des libéraux, l'ADLE. On va en reparler, Caroline. 102 sièges, une progression de 35 sièges par rapport à 2014. Enfin, les Verts, on en a parlé très longuement au long de cette soirée. Ils sont en net progrès en France, en Belgique et en Allemagne. Et ils seraient donc la 4e force à Bruxelles, une 4e place qui dépendra là aussi, on va en reparler, du nombre de groupes qui vont rejoindre l'Europe des nations et des libertés créée par Matteo Salvini. Pour l'instant, le groupe compte 57 sièges. Caroline. Les nouveaux résultats de l'hémicycle tombent juste à l'instant. On va regarder s'il y a des petits changements. Effectivement, oui, à la marge. Le Parti populaire européen qui gagne donc 4 sièges par rapport à ce que je vous ai annoncé il y a quelques instants, 177. L'ordre, vous le voyez, ne bouge pas. Les sociaux et démocrates européens sont en deuxième position avec 147 sièges. La République en marche et ADLE juste au-dessus de la barre des 100 avec 101. Ça ne bouge pas énormément pour l'ENL qui gagne juste un siège pour le moment, 57 pour le moment, Caroline. Allez, France 24 est partout dans les grandes capitales européennes où nous avons des correspondants, des envoyés spéciaux à Bruxelles, Berlin, Londres, Budapest, Rome et Madrid. Et puis en même temps, nous sommes aussi évidemment dans les QG des partis français qualifiés ce soir avec nos envoyés spéciaux. Regardons ces QG français, on les revoit ensemble. Alors, nous sommes aussi en plateau en compagnie de Michèle Rivasi. Bonjour, vous êtes députée européenne numéro 2 sur la liste de Les Verts, et Europe Écologie Les Verts. Sandro Gozzi est en notre compagnie également. Vous êtes candidat, donc, La République En Marche aux européennes, alors que vous avez été, je le rappelle quand même, ministre des Affaires européennes au sein du gouvernement italien. Alors, donc, vous êtes un Italien sur une liste française. C'est assez original et peu courant. Jean Messia, bonjour. Je rappelle que vous êtes, vous, conseiller de Marine Le Pen pour le Rassemblement national. Alors, justement, j'ai envie de vous demander à l'un et l'autre, puisque vous êtes côte à côte, mais en vérité, vous avez été depuis des mois en campagne l'un contre l'autre, en quelque sorte, de ce match populiste contre progressiste. Qu'est-ce qu'il ressort, selon vous? Qui a véritablement gagné le match au point? Et puis, surtout, avec quelles conséquences, à la fois en France et pour l'ensemble de l'Union européenne? Je vous laisse parler en premier, peut-être, monsieur Messia. Écoutez, dans l'absolu, vous avez vu les résultats comme tout le monde ce soir. En tout cas, les estimations nous donnent en tête, avec une confortable avance, que je pense irréversible à ce stade. Donc, effectivement, sur le plan national, alors même que Emmanuel Macron avait fait de ce scrutin un plébiscite pour ou contre sa personne, force est de constater ce soir qu'il l'a perdu. Et donc, effectivement, il lui appartient... Mais pas de beaucoup. Mais oui, Est-ce que ça fait une différence? Non, pas vraiment, parce qu'à aucun moment nous avons parlé il a parlé de l'ampleur de la défaite. Il a juste dit son principal objectif, c'est de battre le Rassemblement national. Je voudrais revenir juste sur l'hémicycle, enfin l'estimation du nombre de sièges. Pour l'instant, c'est à périmètre constant. En fait, les grandes alliances qui vont commencer au lendemain de l'élection en fonction des vrais élus. Non, ça n'a pas vraiment commencé parce que vous plaquez un résultat en fait des élections sur les groupes existants. C'est le Parlement européen qui ne veut pas forcer la voilà, constitution mais justement, de donc du coup, ça n'est pas très significatif parce que par exemple, un groupe comme l'ECR, il a vocation aussi à s'allier avec l'ENL. Donc pour l'instant, si vous voulez, ça reste, ça donne. Alors précisément, voilà. pour en savoir plus. Oui, mais pour l'instant, on peut pas projeter comme ça des résultats sur l'existant. Pour en savoir plus, je vous propose de retrouver au siège du Rassemblement national Clovis Casali, notre envoyé spécial ce soir. Bonjour Clovis, bonsoir. Bonjour.
Alors, les européennes sont favorables en France à Marine Le Pen, mais jusqu'où cela va influencer dans le Parlement européen? On parlait à l'instant d'une recomposition d'un grand groupe, et puis il y a une certaine rivalité pour la tête de ce groupe, peut-être entre Marine Le Pen et un certain Matteo Salvini. Forcément, c'est la question qui se pose, mais qui ne se pose pas ici ce soir pour les militants, ni pour les cadres du Rassemblement national qui veulent retenir uniquement les résultats de la soirée. Ils veulent retenir le fait qu'ils sont devant Emmanuel Macron, que c'est la défaite du chef de l'État. Mais oui, bien évidemment, les tractations débutent dès ce soir, dès maintenant, pour constituer un bloc puissant au sein du Parlement européen. Dans l'entourage, parmi les plus proches de Marine Le Pen, on m'a confié que la présidente du Rassemblement national va prendre dans les tout prochains jours la direction peut-être de l'Italie. En tout cas, elle va se rendre dans un lieu tenu secret pour l'instant pour rencontrer Matteo Salvini, l'homme fort de l'extrême droite italienne, car il va falloir négocier. Les tractations débutent, ont déjà commencé même ces derniers jours. Il va falloir négocier avec les Italiens pour savoir par exemple qui va prendre la présidence de ce bloc souverainiste, nationaliste, d'extrême droite diront certains, au sein du Parlement européen. Ces négociations vont débuter, mais ce n'est pas chose aisée pour le Rassemblement national, car Marine Le Pen sait que de nombreux acteurs clés au sein de l'Europe, Viktor Orban en Hongrie, le PiS en Pologne, eh bien, ne voient pas d'un bon œil le Rassemblement national, ne veulent pas forcément s'allier avec ce parti français au niveau européen, car ils jugent, par exemple, que le Rassemblement national est trop proche des Russes. Donc ça, c'est un point d'achoppement très sérieux dans les négociations. Et rappelons aussi que Marine Le Pen, ce soir, a lancé une vaste campagne de recrutement sur scène. Elle a appelé des cadres, des personnalités politiques de tous bords à la rejoindre, elle et le Rassemblement national, car le parti sait très bien que dans les échéances électorales à venir, eh bien, il va falloir avoir des cadors, il va falloir avoir des cadres, des politiques aguerris. Pour l'instant, il en manque au sein du Rassemblement national, et Marine Le Pen a lancé cet appel en disant « Regardez, Thierry Mariani de la droite nous a rejoint, d'autres personnalités de la gauche, donc rejoignez-nous ». C'était son message. Elle a besoin de peser en France, mais aussi au niveau européen. Et donc les tractations vont débuter pour trouver des alliés. Sandro Gozzi, précisément, puisqu'on a parlé d'un duel, en France en tout cas c'était pas tant, peut-être dans le reste de l'Europe, vous pouvez analyser si ce duel a véritablement eu lieu, et puis surtout, qui aujourd'hui tire son épingle du jeu? Écoutez, déjà, les duels français, ça se joue autour des 1%. Si on pense que le Front National, maintenant le Rassemblement national, avait gagné déjà en 2014 et que le gouvernement français sort des 2 ans difficiles avec une crise des gilets jaunes, etc., je crois qu'en tant qu'observateur, là, je vous le dis, pas en tant, c'est un résultat honorable. Ce qui va faire la différence, c'est la nouveauté au Parlement européen. Parce que les 2 grands groupes perdent chacun 40 sièges. Et les groupes que nous allons créer, il va aller au-delà de son député. Et la liste Renaissance, ça sera la délégation centrale. Et nous voulons présider ce nouveau groupe. Et ça va, sans doute, c'est l'élément de nouveauté, le véritable élément de nouveauté au Parlement européen. Et je crois qu'il y a 2 messages qu'il faut retenir. D'un côté, les 2 familles traditionnelles sont en crise. De l'autre côté, il y a 2 demandes fortes. Une demande de renouveau politique et une demande d'écologie, des transitions écologiques qui sont devront être au centre de la construction d'une nouvelle majorité au Parlement européen. Alors, vous êtes intéressé, M. Gozzi, forcément par les affaires européennes, mais notre correspondante que nous allons rejoindre tout de suite à La République En Marche, Marion Gaudin, bonjour. Vous nous dites que finalement, ce vote, il ne sera pas sans conséquences probablement pour le gouvernement en place. Et quelles conséquences doit-on attendre ? Alors, c'est sûr qu'on tire des enseignements de ces résultats sur le plan national d'abord, mais finalement, ça ne changera pas grand-chose. C'est-à-dire qu'on a une réaction ce soir de l'Élysée à travers une source qui nous dit que finalement, on salue ce score honorable de Nathalie Loiseau et que désormais, on se tient prêt à intensifier l'acte 2 du quinquennat. Pas de changement de cap, donc, et pas de remaniement à l'ordre du jour. C'est aussi le message qu'a voulu faire passer le Premier ministre Édouard Philippe, qui s'est exprimé lui aussi ce soir et qui a promis de se remettre très vite au travail. Il dit avoir reçu 5 sur 5 le message des électeurs, cette colère qui se révèle à travers le résultat du Rassemblement national, mais également l'urgence écologique qu'ont voulu transmettre les électeurs d'Europe Écologie Les Verts notamment.
Parlement. Édouard Philippe qui, par ailleurs, explique qu'il n'arrive toujours pas à se résoudre à ce très haut score du Rassemblement national. Quant à Nathalie Loiseau, qui s'est exprimée derrière moi il y a quelques minutes, eh bien, elle a affiché sa détermination et surtout, elle a salué l'implantation désormais durable de La République En Marche dans la vie politique française, mais également européenne. Car si l'on regarde le plan européen désormais, eh bien, La République En Marche fait une entrée fracassante au Parlement. Elle qui était jusqu'à présent sans famille politique européenne. C'est officiel depuis ce soir. Elle a rejoint le groupe des libéraux ALDE, mené par l'ancien Premier ministre belge Guy Verhofstadt, un groupe qui va changer de nom et qui va devenir la troisième, du moins qui va rester la troisième force européenne au Parlement. Ce groupe, eh bien, il va tenter désormais, durant les tractations qui vont se durer jusqu'au 24 juin, de rallier des élus sociaux-démocrates, des élus chrétiens-démocrates. Il va tenter de recomposer un peu le paysage politique européen. Et nul doute qu'au sein de ce groupe, Renaissance, qui fait cette entrée fracassante, aura un rôle très important à jouer. Lui qui a déjà obtenu le soutien notamment du Premier ministre socialiste portugais et Antonio Costa, ainsi que de Matteo Renzi, l'ancien président du Conseil italien. Alors justement, juste un petit rappel de son score. Le score de la liste emmenée par Nathalie Loiseau, le score de La République En Marche, le parti présidentiel, son score 22,1% des suffrages, ce sont les tout derniers chiffres, 21,9, c'était les estimations un petit peu plus tôt, 22,1, donc cela correspond à environ 22 sièges, c'est un siège à 2 de moins que le Rassemblement nationaliste conduit par Jordan Bardella. Vous êtes élu? À 22 sièges, oui. Voilà. Vous êtes 22e, c'est ça, je me souviens. Ça porte de la chance de venir à France 24. Voilà. Si c'est vrai. Vous n'en remercierez. Je vous remercie. Alors, Madame Rivasi, en effet, vous êtes élue, vous. Il n'y a pas de doute, parce que vous êtes deuxième de liste. Sur ce parti qu'on n'attendait pas aussi haut, d'ailleurs, Europe Écologie Les Verts, comment vous expliquez cette percée? Est-ce que, d'ailleurs, vous croyez à une certaine dynamique européenne? Parce qu'on a vu quand même, en effet, en Allemagne, une percée aussi historique, Die Grünen, au-dessus de 20%, deuxième partie d'Allemagne. Est-ce que vous sentez une vague, en fait, qui serait pan-européenne? C'est pas que je sens, c'est une vague écologiste, parce que les gens ont pris conscience que c'est au niveau européen qu'on va pouvoir résoudre ce problème de l'urgence climatique, la perte de biodiversité, etc. Et quand on voit en France, moi je le sentais sur le terrain, les gens, ils se disaient, mais quand même, il faut aider les écolos parce que notre avenir est en jeu. Et on voit que ça a joué en Allemagne, que ça a joué en Belgique, que ça a joué aux Pays-Bas, que ça a joué en Irlande. Regardez, on va faire rentrer des députés européens irlandais alors qu'on n'en avait jamais eu. Donc ça, on sent que c'est quand même un mouvement européen et ça c'est réconfortant parce que quand je vois le score du Front National ou du Rassemblement National, vous savez, en 2014, vous étiez 24 députés européens. Mais le bilan, c'est qu'on n'a rien vu. C'est pas nous qui gouvernons l'Europe, madame. Oui, non, mais justement. Vous demandez ça au PPE et au PSE. Nous, on n'était pas non plus dans la coalition. Qu'est-ce que vous avez fait? Et qu'est-ce qu'on a fait? On a eu une diminution de l'autorisation sur le glyphosate. Vous avez parlé du TAFTA, vous avez parlé des traités de libre-échange. La pêche électrique. On s'est battu contre le CETA. Et le CETA qui est un traité de libre-échange. Nous avons été les premiers à nous battre contre ça. Moi-même, je me suis bagarrée contre Monsanto. D'ailleurs, je suis fichée par Monsanto d'être une fervente opposante à ces substances chimiques. On a attaqué la Cour de justice européenne. Nous avons attiré l'attention sur le pacte de Marrakech. Nous avons fait plein de choses. Vous étiez minoritaires. Non, mais ça, c'est parce que ça, c'est l'immigration, ça ne concerne pas. Ça, c'est sûr. Vous n'avez pas vu tout ce que les Verts ont fait. Ça veut dire vous n'avez pas vu tout ce que tous les députés du Rassemblement national ont fait non plus. Parlez de votre bilan plutôt, au lieu de critiquer celui des autres. Moi, je le dis, parce que voilà, c'est toutes les avancées qu'on a obtenues au Parlement européen. Donc, quand on parle de tous ces gens qui vont venir au Parlement, et comme ça a été indiqué, le problème, c'est vous êtes incapables de vous mettre d'accord. Parce qu'entre les Hongrois, qui ne veulent pas rallier Marine Le Pen, ou les Polonais, parce que, si vous voulez, ils détestent les Russes. Or, là, il y a une accointance, en quelque sorte, entre le Rassemblement national et les Russes. Donc, ils auront des difficultés énormes à faire ça. Mais de toute façon, le problème maintenant, c'est comment on va changer les priorités au niveau de l'Europe. Vous voyez, il y a cette demande des citoyens européens d'aller plus loin, d'aller dans le cadre de la transition écologique. Il faut absolument qu'on résolve tous ces problèmes-là, qu'on ait un plan d'investissement, parce qu'il faut résoudre aussi le problème du chômage, et que c'est le plan d'investissement
Vous voyez, que ce soit sur la rénovation de l'habitat, les énergies renouvelables, les soins apportés à la personne, etc., qui permettra d'apporter cet emploi. Et je pense que, et là, ça va être un problème avec votre groupe, parce que vous avez tellement été pour un libéralisme. Quel groupe? Mais le groupe de la République En Marche. On fait partie d'aucun groupe. Oui, non, mais on voit, si vous allez au niveau des libéraux, ALDE, qui est un... C'est quel groupe? On va créer un nouveau groupe, madame. Et oui, nous, mais vous nous serons avez la première alliance délégation du avec nouveau groupe. ALDE. Et Vous véritablement, connaissez ALDE? nous allons présider les nouveaux groupes. C'est que ça n'arrivera Oui, jamais mais je vous au vert signale que français. quand vous Jamais allez- ça vous arrivera d'amener une Française à présider un Ah bah groupe. c'est arrivé. Daniel Cohn-Bendit était le chef du groupe Oui. puisqu'il a fait un score Je sais pas si historique c'était en 2009. Oui, C'est alors, arrivé. vous savez, Donc, bon. Non, mais en ce revanche, que je veux dire, c'est qu'il y a quand même une critique du libéralisme. Vous voyez que ce libéralisme, les gens en ont marre, puisque ça Oui. paupérise en fait, nouveau, les ça. citoyens européens. Moi, j'y Bien crois- sûr moi, que le je- libéralisme le fait. Moi, j'y Non, mais crois- c'est- Et ça, ça c'est conduit c'est une aux critique qui est extrêmes. nouvelle. En réalité, le problème, c'est les Verts, il y a un énorme malentendu. Bon, d'abord, effectivement, Oh, mais vous êtes il y a mal un placé. malentendu qui leur vaut quelques points quand même. L'élection européenne a traditionnellement été une élection de prédilection pour la liste des écologistes parce que, à juste titre, Eh ben oui. les citoyens pensent, et C'est- ils ont raison. C'est que une au élection niveau- proportionnelle. que c'est une- non, mais Il n'y a pas de deuxième tour. non, mais ils pensent surtout que, et ils ont raison, que c'est au niveau de l'Europe que les problématiques climatiques, écologiques, etc., à fait. ont plus de chances d'avancer, parce que c'est pas au niveau uniquement de la France, on parle là du climat, donc de proche en proche, c'est l'Union européenne, voire une question mondiale. Mais effectivement, l'élection européenne a toujours été une élection de prédilection pour les Verts. parce En que les revanche, il y a un directives malentendu, sur l'eau, c'est sur que l'air, tout ça, ça se fait ils sur ont le pérempté le mot écologie, donc effectivement, les gens s'imaginent que c'est un mouvement apolitique qui traite uniquement d'écologie, alors que c'est pas vrai. Le mouvement des Verts, c'est juste un recyclage de tout un tas de Mais personnes qu'est-ce que de vous gauche racontez qui se sont En attendant, recyclés dans les ils Verts. se sont recyclés, Les- mais ils sont premiers à gauche, parce qu'on D'accord, va, mais on va justement, en mais c'est- direction c'est un du malentendu. QG, justement, des Verts. C'est un malentendu. Voir notre correspondante là-bas, Charlotte Urien-Tomaka, les Verts satisfaits, j'imagine, convaincus aussi de pouvoir influencer sur la transition écologique et les politiques au Parlement, parce que c'est la vraie question qui se pose. Est-ce qu'ils vont faire alliance avec d'autres pour justement pouvoir pousser leur politique dans un Parlement qui est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus éclaté? Oui, bien sûr. Après cette vague verte européenne dont a parlé Yannick Jadot lors de son allocution, eh bien l'ambiance est à la fête ici, puisque les Verts remporteraient 13,1% des sondages selon les derniers résultats. Alors les militants, ils sont euphoriques évidemment. Ces militants, ils sont très nombreux. On nous parle de 800 personnes venues célébrer cette victoire dans ce bar très exigu. Mais ces écologistes, ils font quand même mieux qu'en 2014, puisque les résultats étaient de 6,95%, avec 6 députés écologistes au Parlement européen. Mais c'est moins bien qu'en 2009, avec le carton de ces élections européennes, où ils avaient obtenu 16,28% des voix, leur meilleur score dans un scrutin européen. Alors évidemment, le contexte actuel a été porteur pour Europe Écologie Les Verts, avec les succès des marches pour le climat, la pétition pour l'affaire du siècle, avec ses 2 millions de signataires, et enfin la grève scolaire des jeunes pour le climat. Alors la tête de liste, Yannick Jadot, il l'avait dit ouvertement, il visait un score à 2 chiffres, même 15%, il le disait aussi. Mais le score de ce soir, il reste quand même inattendu, car tous les sondages durant la campagne électorale créditaient Europe Écologie Les Verts entre 7 et 9% des voix. Évidemment, c'est une surprise, mais pas non plus une immense surprise, car plusieurs élus écologistes nous l'ont confié ce soir. Ils sentaient les choses changer, ils sentaient le vent tourner auprès des militants ces dernières semaines. Ils sentaient que ces jeunes allaient se mobiliser pour aller voter, et visiblement, ça a été le cas ce soir. Europe Écologie Les Verts enverra donc 12 ou 13 députés au Parlement européen, au groupe des Verts. Alors c'est toujours moins que les Allemands, que les Verts allemands, mais il faut noter que le parti arrive en 3e position dans les résultats de ces élections européennes. Mais c'est le premier parti de gauche qui arrive donc dans toutes les forces de gauche en première position. Alors Yannick Jadot, dans son allocution, il a quand même rappelé ce moment de gravité avec l'extrême droite en tête des résultats. Il appelle donc les Français à s'emparer de l'écologie dès demain et à construire une alternative autour de l'écologie, avec comme objectif évidemment les municipales de 2020 l'année prochaine, mais aussi les régionales de 2021. Voilà, très bien. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut rejoindre d'ailleurs, puisqu'on est dans ce camp de gauche, est-ce qu'on peut rejoindre le QG? Non, toujours pas. De la France Insoumise, Karina? Non, Chabour. Alors, on me dit qu'elle n'est pas
n'est pas prête. On peut peut-être rappeler le score de la France insoumise, 6,6%. C'est exactement le même score que le Parti socialiste, 6,7%, 6,6%. Ça dépend des estimations. Les deux partis qui enverront donc des députés à Bruxelles puisqu'ils sont au-dessus de la barre des 5%, Caroline. Oui, alors nous sommes en revanche en liaison avec notre correspondante à Bruxelles, Alix Le Bourdon. Aujourd'hui, on est presque dans l'après. On n'a pas encore tous les résultats officiels. On les aura plutôt aux alentours de 23h15, les résultats définitifs du Parlement européen, ou en tout cas de véritables résultats. Mais Alix, ce qu'on subodore déjà, c'est que les grandes manœuvres ont commencé pour essayer de remplir toutes les cases, de trouver le mécano pour les prochains postes à la Commission européenne. Et peut-être que les Verts auront leur part à jouer, peut-être que de nouveaux groupes, comme justement un groupe centriste, auront leur part à jouer. En tout cas, il est vrai qu'Emmanuel Macron n'a pas l'intention de se laisser dicter finalement la conduite de son gouvernement sur ces postes-là et peut-être pas suivre les règles du jeu habituelles. Qu'en est-il? Un sommet est très attendu dans 2 jours, le 28 exactement, pour mettre les choses à plat des futurs jobs européens. En effet, c'est cette bataille qui a commencé dès ce soir à Bruxelles et notamment sur la nomination du très stratégique poste de président de la Commission européenne. Et c'est sans doute, comme vous l'avez dit, le groupe centriste ADLE, gonflé par l'arrivée des députés La République En Marche, qui aura peut-être le rôle de faiseur de roi dans cette nomination hautement stratégique. Je vous rappelle que le président de la Commission européenne doit être élu logiquement par la procédure dite des Spitzenkandidaten, c'est-à-dire les têtes de liste. Jean-Claude Juncker, en 2014, avait été nommé président de la Commission européenne grâce à cette procédure, c'est-à-dire que le parti qui est arrivé en tête dans le Parlement européen après les élections européennes envoie sa tête de liste à la tête de la Commission européenne. Mais cette procédure, elle est extrêmement décriée par certains chefs d'État qui souhaitent reprendre la main sur cette nomination extrêmement stratégique, mais évidemment le Parlement souhaite que l'on passe par cette procédure des Spitzenkandidaten, et si certains chefs d'État ou les chefs d'État s'affranchissaient totalement de cette procédure, il y aurait évidemment un risque peut-être de crise institutionnelle ici à Bruxelles avec le Parlement européen. Alors, un risque de crise institutionnelle, est-ce que vous l'entendez, Sandro Gozzi? Parce que celui qui veut renverser la table, c'est bien sûr La République En Marche. Oui. Et en l'occurrence, qui trouve qu'on n'est pas très satisfait d'un certain patron du PPE, Manfred Weber, qui est un Allemand un petit peu trop droitier, qui n'a pas tout à fait exclu un certain Viktor Orban. Et donc, peut-être qu'on va trouver d'autres candidats à sortir du chapeau. Alors, on a entendu toutes sortes de noms, de Christine Lagarde à Michel Barnier, en passant par Madame Vestager ou Madame Georgieva. Vous allez trouver un candidat de dernière minute comme ça? Vous avez tout dit. Ça me reste rien à ajouter. Donc, il est clair que cette procédure de Spitzenkandidaten, ces mots que ça permet à personne de comprendre ce que c'est, nous l'avons contesté. Les 2 groupes principaux qui l'ont soutenu perdent à chacun 40 sièges. Et donc, leur méthode sera affaiblie. Ce n'est pas de question pour nous. On ne va pas soutenir Manfred Weber. Manfred Weber, si c'est pour nous, ne sera jamais président de la Commission européenne. Les socialistes et les populaires n'ont pas la majorité pour le faire. Il est inadéquat, il a été ambigu sur l'état de droit, il est ambigu sur Orban. Et c'est impossible pour moi de concevoir une refondation européenne avec Manfred Weber à la tête de la présidence de la Commission. Alors vous non plus d'ailleurs, vous n'allez pas les on va voir. Au Rassemblement National, pas question. Et chez les Verts, non plus. Pour des raisons différentes. Mais alors, au Rassemblement National, je vous pose la question. Est-ce que vous pouvez, même si vous avez un très gros groupe, alors imaginons que vous réussissiez à fusionner les partis très nombreux qu'il y a, si on regarde en tout cas cette force eurosceptique à droite du spectre, on va faire plus simple pour nos téléspectateurs, à peu près 170 personnes au siège pour l'instant à ce stade. Est-ce que pour autant vous pouvez espérer peser dans ce Parlement européen? Parce qu'on sait bien que pour l'instant il y a eu un cordon de sécurité pour vous donner aucune commission, aucun rapport, oui, parce que pour l'instant, etc. on était minoritaire, madame. Donc est-ce que ça va continuer? Parce que vous êtes toujours minoritaire. Oui, mais enfin, être minoritaire à 50, c'est pas être minoritaire à 170. C'est pas la même. Non, mais vous n'êtes pas ensemble. C'est pas exactement la même minorité. En fait, ce qu'il y a, si vous voulez, c'est que
On parle de dire vous ne pourrez pas vous allier, etc. On n'en sait rien. Les discussions vont commencer. On ne sait pas demain de quoi l'alliance sera faite. Donc on ne peut pas virer ça d'un revers de la main en disant de toute façon ils pourront pas s'entendre. Est-ce que vous pourrez faire une politique nationaliste au Parlement européen? Vous aurez les moyens? Vous aurez des postes? Non mais attendez. Premièrement, le Parlement européen, c'est une institution parmi les autres. Alors certes, avec le traité de Lisbonne en 2008, elle a eu un peu plus de compétences qu'avant, mais ce n'est pas avec le Parlement européen uniquement qu'on va mettre en œuvre l'Europe des nations que nous voulons. Mais quand même, ça sera la première brique à l'édifice de l'Europe des nations. C'est-à-dire que le Parlement européen a des prérogatives et nous sommes aujourd'hui en mesure de peser davantage que dans la dernière législature pour un certain nombre de choses. Il faut de très larges majorités pour peser, vous savez, soit la majorité, soit la majorité qualifiée de tiers. Tout à fait, mais le Parlement européen, je tiens à le préciser, n'est pas un Parlement national. La règle, c'est le consensus. Or maintenant, les deux gros partis qui ont gouverné l'Europe ces 20 dernières années n'ont pas la majorité absolue. Donc les consensus, ils devront quand même se faire. J'ajoute qu'il y a ensuite une transversalité parce que vous parlez de la droite de l'échiquier politique, mais rien n'exclut que sur certaines questions de souveraineté, on puisse s'adjoindre également les voix d'un certain nombre de souverainistes de gauche. Donc il y a en fait une transversalité politique qui est possible sur un certain nombre de sujets de souveraineté. Alors certes, sur l'identité, on différera toujours, mais en tout cas sur la souveraineté, par exemple par rapport aux accords commerciaux, il est possible il n'y a pas eu vraiment d'alliance gauche-droite au-dessus à votre souvenir sur la souveraineté ou sur Mais ça dépend. Si on parle par exemple des traités de libre-échange, voilà. Par exemple. Vous voyez, ça, sur le Mercosur ou sur d'autres traités, peut-être que là, on est en désaccord pour des objectifs différents, mais on peut trouver, effectivement, au niveau du vote, ça peut se jouer. Un vote de blocage à ce moment-là. Voilà, c'est un vote de blocage. Mais moi, à mon avis, ce qui est important, c'est de se dire comment on va élire le président de la Commission européenne. Tout à fait. C'est vrai que si c'est M. Weber, nous, on est en désaccord. Si c'est M. Timmermans, aussi. Parce que alors la tête de liste, le chef de file des socialistes et démocrates, ils sont quand même plus proches de vous normalement. Oui, mais il était quand même pro-glyphosate. Il était pro-accord CETA, vous voyez, entre le Canada et l'Europe. Ça n'a jamais été quelqu'un, vous voyez, qui voulait faire une vraie transition écologique et énergétique. Donc, tout est ouvert. Là, il va y avoir de grosses discussions. Et nous, les Verts, on a préparé une feuille de route en disant, voilà, il y a des objectifs horizontaux, vous voyez, sur l'état de droit, etc. Et puis, il y a des objectifs sur la transition. Et puis, on verra si les personnes qui se présentent acceptent, vous voyez, de mener une politique. Parce que c'est comme ça. Maintenant, il va falloir qu'on travaille ensemble si on veut faire bouger les choses. S'ils acceptent, on votera pour cette personne-là, que ce soit une femme ou un homme. Mais s'ils n'acceptent pas... Ça serait mieux que ça soit une femme, quand même, vous nous dites. Hein. Ah ben, ça serait bien, oui, parce que ça n'a jamais été une femme présidente de la Commission européenne. Voilà. Alors, Karina Chabour est avec nous du côté de la France insoumise, au QG, où j'imagine qu'on ne traîne pas trop, hein, parce que les nouvelles ne sont pas très très bonnes pour ces insoumis. Et en particulier, le score n'est pas du tout celui qu'ils attendaient ou qu'ils espéraient. Hein. Oui, ce n'est pas une journée heureuse, hein. C'est en substance le message adressé par Jean-Luc Mélenchon, la mine défaite. C'est une grosse déception, hein. Reconnaissez la tête de liste, Manon Aubry, il y a quelques minutes. Grosse déception parce que vous l'avez dit, les résultats ne sont pas à la hauteur des espérances. Et puis surtout, après 6 mois de campagne, la plus longue menée en France, et une campagne qui s'est soldée par ce que l'on voit, ce que l'on considère ici comme étant un double échec. La victoire du Rassemblement national dont on dit combattre les idées, mais également la victoire de l'abstention qui a frappé particulièrement l'électorat traditionnel de la France insoumise, c'est-à-dire les classes populaires, et puis des militants de la France insoumise qui se disent victimes d'un match médiatique entre la République en marche et le Rassemblement national. Alors la seule note positive ici, c'est de dire que l'on n'aura plus 2, mais peut-être 5, voire 6 eurodéputés, de quoi peser davantage au sein du Parlement européen, mais pas de quoi devenir leader de cette gauche de rupture, hein, de cette gauche alternative, écologique et sociale dans une Europe que l'on considère trop libérale. Loin d'être la première force de gauche en France, la France insoumise apparaît bien comme la grosse déception, ou plutôt la grande défaite de ces élections.
Alors précisément, nous avons avec nous un représentant de cette France insoumise, Younous Omarjee, bonjour. Vous étiez candidat, d'ailleurs, vous êtes candidat sur cette liste et eurodéputé actuel. Comment vous analysez finalement ce score qui, on a vu un Jean-Luc Mélenchon particulièrement déprimé et parlant beaucoup moins vite que d'habitude, si je puis me permettre, ce soir. Comment vous analysez finalement cette place qui n'était pas celle que vous souhaitiez ? Vous êtes regardé à l'île de la Réunion, oui. Donc permettez-moi d'abord, parce que c'est mon premier plateau, de remercier les Réunionnaises et Réunionnais. Nous offrons à la Réunion la plus forte résistance au Rassemblement national, puisque je fais autour de 23 ou 22%, et c'est là où nous réalisons notre meilleur score. On rappelle que le score national de la France insoumise, c'est 6,6%. Oui. Ce score est en deçà, évidemment, de nos attentes et des efforts que nous avons réalisés tout au long de cette campagne. Je suis en train de prendre connaissance également des scores dans l'ensemble de l'Union européenne, de nos amis, de ceux qui font partie de notre famille. Et en réalité, les élections européennes n'ont jamais été des élections très favorables pour nous. Mais pour autant, je crois, comme vous l'avez dit, que le président de la République porte une responsabilité de l'avancée du FN, y compris partout dans les Outre-mer, puisqu'il a tenté un duel avec le Rassemblement national, et ce duel, il l'a perdu. Et pour le reste... On va rappeler tout de suite ce score de la France insoumise. Et pour le reste, nous étions 2 députés au Parlement européen avec Emmanuel Morel. Nous serons 6 députés, je pense, demain. En une législature, j'ai porté une voix, je crois, forte, entendue dans le Parlement européen. Nous avons mené des combats ensemble et je serai renforcé dans les actions que nous aurons à mener tout au long d'une législature, et ils sont très nombreux. Alors, nous sommes en compagnie de nouveaux invités. Hervé Joinjoin, vous êtes ancien directeur général de la Commission européenne et vous êtes à côté de notre chroniqueur éditorialiste de politique internationale, Gauthier Rybinski. Bonjour à tous les deux. Alors, justement, peut-être un mot de côté européen sur cette facette européenne des élections. Qu'est-ce que vous retenez, Monsieur Joinjoin ? La première chose que je retiens, c'est qu'il y a, j'allais dire enfin, une augmentation de la participation significative. 10 points environ par rapport à 2014. Exactement. Donc c'est un progrès majeur et nous approchons de ce que, quand j'étais encore fonctionnaire à la Commission, du temps où nous faisions le marché intérieur, j'appelais la révolution démocratique, c'est-à-dire la prise en main de l'Europe par les citoyens. Nous devons passer de cette Europe technocratique, à laquelle j'ai participé, à l'Europe des citoyens rois. C'est eux qui décident, à travers leur vote, à travers l'élection au Parlement européen, de l'avenir de l'Union européenne à travers les propositions. Un électeur sur 2, on est quand même loin d'une participation massive. C'est beaucoup mieux. Je vous rappelle que le trend au cours de ces 10 dernières années, même 15 dernières années, a toujours été descendant. Toujours été descendant. Je pense que le trend est d'autant meilleur que, d'après ce que je comprends, le taux de participation, non seulement dans un pays comme la France, mais aussi dans les nouveaux États membres qui avaient participé de manière très limitée il y a 5 ans, a lui aussi beaucoup augmenté. Et donc il y a véritablement cette prise de contrôle par les citoyens, de manière progressive, c'est naturel, de l'affaire européenne. Alors, pas dans tous les pays. Il y a quand même un peu d'exception à l'Est et c'est là où nous nous rendons, puisqu'on veut savoir ce qui se passe du côté de Budapest avec notre correspondant Gulliver Krag. C'est un peu, en fait, quand même un carton plein pour Viktor Orban, malgré les manifs contre sa démocratie libérale. Malgré tout, ces eurodéputés vont véritablement compter dans le Parlement européen et on compte d'ailleurs sur eux dans plusieurs groupes différents. C'est un petit peu ambigu. Oui, on attend. Viktor Orban doit s'exprimer tout à l'heure. Peut-être qu'il va dire quelque chose sur ses intentions, si elle va rejoindre le bloc d'extrême droite
de Matteo Salvini, l'Italien. En tout cas, selon les sondages de sortie des urnes, c'est une victoire écrasante pour le Fidesz, le parti de Viktor Orban, avec 55 ou peut-être même 56% des voix. Ça a fait le plus grand écart entre le parti en tête et le parti qui vient second en Europe. Je pense que ça fait la plus grande victoire pour le Fidesz de son histoire électorale. Vraiment, il écrase toute l'opposition et ceci aussi avec une participation qui est en forte augmentation, 14 points de plus qu'il y a 5 ans avec 41 ou peut-être 42%. Alors Gauthier Rybinski, c'est vrai que c'est très étonnant que cette droite très dure de Viktor Orban ne pâtisse pas de tout un courant qui a été quand même très fort contre lui parce qu'il voulait imposer quand même des heures supplémentaires non rémunérées. Puis il y a eu cette affaire familiale de détournement de fonds européens, ce qui n'est pas totalement anodin. Et pourtant, bien quand on regarde ces scores, c'est assez haut. Alors, ça prouve une chose qui n'est pas très réjouissante, c'est que le vote d'extrême droite est un vote qui s'est enraciné, qui est un vote d'adhésion. Toute proportion gardée, il ne s'agit pas de comparer avec Viktor Orban, mais toute proportion gardée, ce qui se passe en France est du même acabit. Vous avez un personnage qui a été en tête de liste du Rassemblement national, qui est un personnage d'appareil, qui est connu des militants et des adhérents, mais relativement peu des électeurs. Je veux dire par là, en comparant ces deux choses, ces deux faits, c'est que, indépendamment... Vous parlez de Marine Le Pen, n'a pas de la tête de liste véritable. Ah si, je parle de la tête de liste, qui est un homme de parti. Jordan Bardella. Jordan Bardella, qui est un homme d'appareil. Ça veut dire simplement que, indépendamment de celui qui va représenter et de ses turpitudes, qui va être à la tête de la liste, eh bien, il y a un vote d'adhésion, c'est-à-dire que ceux qui sont à même de voter pour le Rassemblement national ou pour le Fidesz en Hongrie se disent qu'importe ce que l'on reproche. D'ailleurs, évidemment, la théorie du complot vient pour infirmer ce genre de choses, à leurs yeux. Mais qu'importe ce qu'on reproche à notre champion, ce qui compte, c'est ce qu'il y a dans le paquet, c'est ce qu'il y a dans le moteur. Et le moteur Fidesz continue en Hongrie à faire école, de même que le modèle Rassemblement national est quelque chose qui aujourd'hui fait école et qui n'est plus du tout. Il faudrait s'abstenir maintenant de dire qu'il s'agit de vote de protestation, parce que l'on voit très bien qu'avec une mobilisation beaucoup plus grande, ne serait-ce qu'en France, eh bien, cette mobilisation a manifestement profité à cette aile-là du spectre politique. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi d'accaparement des médias par justement Viktor Orban? On considère que 80% de ces médias sont sous sa coupe. À partir de là, quel type de démocratie pour ce vote aux élections européennes? Est-ce qu'on peut reconnaître une démocratie véritable? C'est vrai que la question se pose. D'ailleurs, c'est une question que nous nous sommes posée lors de la dernière législature sur l'état de droit aujourd'hui en Hongrie. Mais quand même, il faut s'interroger sur les raisons de cette avancée des forces d'extrême droite partout dans toute l'Europe et saisir les courants profonds qui traversent le monde. Sur des immigrants qui n'existent pas, vous avez vu qui ne sont même pas présents sur le sol. Oui, vous avez vu que Narendra Modi a été élu de manière très claire cette semaine dans l'une des plus grandes démocraties au monde. C'est un président nationaliste qui exalte, un Premier ministre qui exalte l'identité hindoue. Donc vous avez dans le monde entier aujourd'hui des forces nationalistes, identitaires qui font des avancées. Et si on n'essaie pas de saisir les courants qui traversent le monde aujourd'hui, alors nous aurons beaucoup de difficultés à saisir cette avancée. Saisir, mais pourquoi pas punir aussi? Michel Rivasi, j'ai envie de dire, vous êtes en effet un pilier du Parlement européen. On constate qu'il y a une dérive autocratique en Hongrie, on le dit, en Pologne également. Et résultat, on n'a aucun instrument pour punir. On s'est arrêté finalement de faire du contrôle démocratique lorsque ces pays sont rentrés dans l'Union européenne en 2004. Tout à fait raison de dire ça, parce qu'on ne peut pas d'un côté dire, regardez ces gens, que ce soit Orban, que ce soit aussi en Pologne, ils ont des attitudes antidémocratiques. Vous voyez, ils privent les journalistes de leur liberté d'expression, ils interviennent au niveau de la justice, etc. Et ça va à l'encontre des valeurs européennes. En plus, sur les migrants, quand même, il faut en parler de ce problème-là. Sur les migrants, ils ne veulent pas de migrants. Ils font même des fils de fer barbelés. Et nous, qu'est-ce qu'on fait, l'Europe? On leur donne des fonds structurels. On parle de la Pologne, 12 milliards. Au niveau de la Hongrie,
c'est des milliards aussi, et on ne les punit jamais. Donc ces gens-là, ils sont en train de se coaliser, parce qu'il n'y a pas que la Pologne et la Hongrie, il y a la République tchèque, il y a la Slovaquie, etc. Moi, je le vois bien, j'étais rapporteur sur l'énergie, mais c'était un front, vous voyez, contre, justement, la transition énergétique. Et ça, c'est par manque de volonté politique. C'est pour ça que des gens comme M. Juncker, ou avant M. Barroso, s'il y a une coalition, vous voyez, qui ne va pas jusqu'à sanctionner ces gens, eh bien, on continue. Et en plus, ils sont, quand je suis allée en Hongrie, mais ce nationalisme qui a exacerbé, vous voyez, j'avais l'impression de retrouver l'Empire austro-hongrois. Enfin, vraiment, ils me parlent encore de ça. Et s'il n'y a pas de sanctions, ben les gens disent on peut continuer. On va changer de type Donc de c'est pays. grave, et c'est la politique de l'Union européenne, vous voyez, qui conduit à ça. Mais je vois, par exemple, au Brésil, avec Bolsonaro, en Inde, avec Modi, partout en Europe, dans le monde entier, vous avez cette montée des nationalismes. Et je crois que si on ne saisit pas cela, on passera à côté et ça sera toujours des demi-réponses. Alors nous avons une nouvelle projection très affinée du Parlement européen et on parlera un petit peu de l'Espagne après. Ce sont les toutes dernières estimations. Vous les découvrez. Le score du PPE, le Parti populaire européen, ne change pas par rapport aux dernières estimations. 177 sièges. C'est une perte sèche de 44 sièges pour le parti qui est toujours le premier au Parlement européen. Vous découvrez le score des sociaux-démocrates. 147 sièges. Là aussi, une quarantaine de sièges de perdus. Le groupe qui en bénéficie, qui en profite ce soir, il y en a deux, notamment les Verts, 70 sièges, plus 20 par rapport à la dernière législature. Et puis on en a beaucoup parlé déjà, ADLE et La République En Marche qui font donc un nouveau groupe puisque ADLE a été dissous, on l'a appris aujourd'hui. Au-dessus de la barre donc des 100 sièges, 101 sièges. On scrutera bien sûr dans les tout prochains jours l'ampleur de la victoire populiste, puisque Matteo Salvini a donc créé une alliance que plusieurs partis pourraient rejoindre dans les prochains jours, Caroline. Et côté espagnol, alors effectivement, Pedro Sánchez attendait véritablement les résultats de ces élections. C'est presque le 3e tour pour lui. En effet, il a besoin d'être crédibilisé comme chef de gouvernement, un gouvernement très minoritaire. Et les socialistes de Pedro Sánchez l'emportent en Espagne. Là aussi, c'est un sondage sorti des urnes. Le Parti socialiste remporterait 18 sièges contre 14 dans la dernière législature, un progrès donc assez relatif. Les conservateurs du Parti populaire, eux, sont en net recul. 11 à 12 sièges, c'est 4 à 5 de moins que de la dernière législature. Enfin, l'extrême droite avec Vox fait son entrée au Parlement avec 3 à 4 sièges. Alors justement, nous partons en direction de Madrid. Retrouvez notre correspondante Mélina Huette. Bonjour. Bonjour Mélina. Voilà, les socialistes, on le disait, au pouvoir. Et Pedro Sánchez qui attendait beaucoup de ces élections européennes. Est-ce qu'il a été justement récompensé ce soir ? Oui, tout à fait, Caroline. C'était, vous l'avez dit, une sorte de 3e tour. Il attendait beaucoup de ces triples élections, parce qu'il faut rappeler qu'ici, aujourd'hui, en Espagne, on votait pour les élections européennes, mais également pour les municipales et puis pour les autonomías, c'est-à-dire les parlements régionaux, 12 sur 17 en l'occurrence. Et il voulait être conforté, Pedro Sánchez, qui a gagné donc ces élections générales le 28 avril dernier, qui n'a pas obtenu la majorité absolue, et donc il cherchait à être conforté, mais pas de grande surprise en Espagne, parce que finalement le PSOE était donné grand gagnant dans tous les sondages jusqu'ici, et c'est ce qu'a confirmé l'un de vos intervenants. Finalement, il est premier devant le PP, net recul du PP, tout comme lors des dernières élections générales. Pedro Sánchez qui se voulait être le représentant finalement de le leader de la social-démocratie en Europe. Finalement, l'Espagne, c'était un peu le seul pays où on pouvait attendre les socialistes comme grand gagnant de ces élections, même si effectivement c'est une victoire à relativiser. 18 sièges, ça n'est pas non plus une immense progression, mais il a été conforté également par la grande participation, puisque l'Espagne, à 18h, on avait ces chiffres, 15 points de plus pour le vote aux élections européennes, essentiellement dû à ce triple scrutin, puisque les personnes qui se déplaçaient pour les municipales et pour les parlements régionaux en ont profité pour glisser un bulletin dans l'urne pour leurs eurodéputés, mais Pedro Sánchez qui devrait donc pouvoir célébrer très largement cette victoire ce soir.
Alors justement, on a envie de dire, c'est aussi une Europe qui est en train de diverger. On voit à l'est de cette Europe, Gauthier Rybinski s'organiser peut-être ce qu'on peut appeler une droite extrême, puisqu'elle ne se range pas toujours dans l'extrême droite justement, mais une droite extrême qui ne respecte pas les règles du jeu démocratique forcément, en tout cas pas le pluralisme des médias, et puis et pas celui de la justice non plus. Et puis d'un autre côté, eh bien dans l'ancienne Europe, on a envie de dire d'autres forces, pourquoi pas les socialistes en tête, à la fois en Espagne, à la fois aux Pays-Bas, et puis les Verts aussi qui progressent. Donc cette Europe, finalement, est-ce qu'elle n'est pas en train de diverger? C'est la dérive des continents, et cet élargissement, on est en train d'en payer la facture aujourd'hui. Il faut qu'on attende pour cela de voir quels sont les résultats des autres partis, notamment en Pologne, notamment en République tchèque. On a aussi les résultats allemands qui ne sont pas complètement négligeables, surtout d'un point de vue middle européen, de l'Europe centrale. Ça n'est pas forcément la débâcle annoncée, c'est simplement la confirmation d'un certain nombre de pouvoirs qui sont profondément établis et enraciné. Je pense par exemple au PiS en Pologne, et vous avez cité évidemment les manquements aux libertés civiques, vous avez cité la mainmise sur la justice, mais il faut aussi citer, dans ce cas par exemple polonais, le fait qu'un certain nombre de voix et de vote soit parfois acheté d'une manière ou d'une autre. Quand je dis acheté, c'est pas en monnaie sonnante et trébuchante, c'est avec le fait que le maillage que le parti droit et justice impose au pays fait qu'il y a une sorte de coercition dans le vote et qu'on peut parfois, évidemment, inviter de manière très insistante certaines personnes à aller voter. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit pour autant, et ça vous l'avez souligné, le fait que le PiS soit finalement à cheval entre diverses encablures et diverses appartenances, c'est la preuve aussi qu'il n'y a pas forcément un lien organique entre toutes ces organisations et tous ces votes d'extrême droite. On sait par exemple, je m'arrêterai là, que pour le PiS, il est impossible, et Kaczynski l'a dit il y a plusieurs reprises, en Pologne, le parti est au pouvoir, droit et justice. Eh bien, il est impossible pour eux de s'allier avec le Rassemblement national, non pas parce que les idéologies diverses, mais parce que le Rassemblement national a des accointances financières avec Moscou, et que ça passe pas dans la gorge des Polonais. Vous voyez, il y a d'autres gènes de ce type-là, d'autres os dans la moulinette, mais c'est la preuve aussi qu'il n'y a pas forcément, et idéologiquement, et conjoncturellement, d'alliance possible entre tous ces groupes, même si, effectivement, et vous l'avez dit Florent, la progression est sensible, et il ne faut surtout pas la mépriser et la minimiser. Florent, on va rappeler d'ailleurs ces chiffres polonais tout de suite, parce que le parti au pouvoir, le PiS, est crédité dans ses estimations. On reste toujours dans l'estimatif. Voilà, vous découvrez ces estimations, un peu plus de 42%, 42,4% donc pour le parti droit et justice. L'opposition arrive donc deuxième, bien sûr, avec 39,1%. Ce sont des scores très serrés, vous le découvrez. Et dans ce pays, eh bien, c'est véritablement le bipolarisme qui l'emporte, puisque vous le découvrez. Les formations qui sont troisième et quatrième sont très très loin derrière. Ça n'est pas le bon parti. C'est la coalition effectivement du PO et qui arrive deuxième, et effectivement d'un certain nombre de socialistes. Le graphique était un peu faussé, comme vous le soulignez très bien, Gauthier Rybinski. Il n'empêche, ils sont au coude à coude, et ça c'est une première en Pologne quand même. Vous y voyez peut-être un petit espoir, parce que l'opposition a été rassemblée dans un grand parti, et ça c'est une première aussi pour pouvoir battre le fameux parti au pouvoir, droit et justice. On n'en est pas loin. Oui, en deux mots, c'est quand même étonnant dans la mesure où cette coalition est faite de partis qui ont été considérés depuis maintenant 5 à 10 ans comme les réprouvés, c'est-à-dire ceux qui ont croqué de la corruption, que ce soit la SLD, c'est-à-dire la vieille gauche issue du Parti communiste polonais, ou la plateforme civique, dont beaucoup ont reproché son arrogance et ses affaires. Alors, la Commission européenne, on lui a reproché d'être très sévère sur le pacte de stabilité, le critère des 3%, etc. Et bien alors, pas du tout sévère sur les questions démocratiques. Est-ce que finalement, ça a été deux poids, deux mesures? Ça, c'est une vraie bonne question. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Bon, maintenant, je ne suis plus. Vous avez le droit. Nous, on n'est pas d'accord avec vous. Mais j'ai eu l'occasion de suivre le chemin de la Roumanie et de la Bulgarie au moment de leur entrée. Et vous vous souviendrez qu'il y avait un système de suivi
extrêmement... Au moment de leur entrée. Au moment de leur qui a duré entrée. Mais c'est plusieurs après. années. C'est Qui a après. duré plusieurs années. Et nous sommes intervenus de manière extrêmement ferme auprès de ces deux pays en leur serrant les vis. Deuxièmement, dans le cadre financier qui se termine actuellement, et à l'époque j'étais directeur général du budget, nous avons introduit pour la première fois des principes de conditionnalité. C'est-à-dire que nous avons en effet posé véritablement comme condition le respect d'un certain nombre d'éléments fondamentaux. La question après se pose évidemment au niveau politique de savoir si du côté du Conseil on est prêt ou non effectivement. Mais c'est verrouillé du côté du Conseil. Il faut l'unanimité. Il y a quand même beaucoup de choses qui requièrent l'unanimité. Il y a un problème du côté de la Commission, mais il y a aussi un problème du côté du Conseil européen. Des États membres. Hein, oui, je prendrai l'exemple du parquet européen. Aujourd'hui, le président Macron est coalisé avec les Viktor Orban et les dirigeants de ces gouvernements illibéraux pour faire la guerre à Madame Covici, qui est une juge roumaine considérée comme incorruptible, qui a été proposée par le Parlement européen, qui fait l'objet d'une campagne d'intimidation dans son pays incroyable. Et c'est le président Macron avec les Viktor Orban qui sont main dans la main, il faut bien le dire, pour s'opposer à sa nomination. Donc il y a effectivement, aussi bien du côté de la Commission tous les du partis, côté du en tout cas tous les grands partis, ont leur mouton noir. Hein, effectivement, non, mais vrai. Le président Macron, c'est plutôt du côté de la République tchèque. Hein, certain Babic, qui fait partie du groupe des libéraux. Sur cette affaire de la nomination de la chef du parquet européen, il a des positions qui interrogent quand même de la part d'un grand progressiste, puisqu'il s'est autoproclamé ainsi. Ils se tiennent un peu par la barbichette, j'ai envie de dire, Michel Rivasi. En l'occurrence, les mauvais élèves, c'est l'alliance des mauvais élèves. Hein. Alors moi, je voterai pas pour qu'on déclenche l'article 7, donc on utilise l'arme de guerre, la suppression de vote contre la Pologne. Et la Hongrie aussi va protéger la Pologne, et la Pologne va protéger la Hongrie, etc. Donc on se tient par la barbichette. Et d'un certain point de vue, rien n'avance. Hein. On peut continuer en toute impunité à dériver autoritairement. Ça conduit à l'immobilisme. C'est des deals, en fait. Je t'embête pas là-dessus, mais tu me laisses faire ça sur un autre secteur. Et c'est pour ça qu'à mon avis, il y a ce développement, en fait, de tous ces gens qui votent les extrêmes. Moi, ça m'a toujours interrogé. Est-ce que c'est parce qu'ils deviennent extrémistes, ou est-ce que c'est par défouloir, en quelque sorte, en disant « vous avez le pouvoir, on est en désaccord, donc on va voter », et on le voit bien en France, ça d'ailleurs, hein, mais on le voit aussi dans d'autres pays. Et je trouve que si l'Europe, c'est ça, alors on est perdu. Alors il y aura je voudrais juste terminer parce que moi, je trouve que c'est un peu un vote historique, là. Et que d'un point de vue politique, il va falloir trouver les bonnes orientations. Parce que si on continue comme ça, avec cette espèce d'immobilisme, où on ne veut pas sanctionner, où on accepte, vous voyez, la nomination de certaines personnes, parce qu'il va falloir faire plaisir. Moi, j'attends le match Merkel-Macron sur le choix du président de la Commission. Si on ne donne pas un espoir à tous ces citoyens européens en disant l'Europe va s'orienter pour réindustrialiser l'Europe, justement. Parce qu'on a joué la mondialisation et en fait, ça a délocalisé énormément dans tout le monde. Alors, j'aimerais savoir donnons un petit c'est ça espoir, la politique. Qu'est-ce que vous ressortez quand même en positif de ces élections de ce soir? Gauthier Rybinski et son voisin. Oh ben, je vais laisser la parole. Non, moi je crois qu'avec toute la prudence requise, il faut regarder les choses sur cette poussée de l'extrême droite qui n'est pas un raz-de-marée, comme on l'avait annoncé. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faille pousser un ouf de soulagement, dans la mesure où, et j'essaye de répondre par là à ce que vous disiez, je crois qu'il s'agit d'un vote d'adhésion aujourd'hui qu'on ne peut plus dire, et que l'Europe, qui s'est longtemps contentée de dire ce sont des électeurs qui ne comprennent pas, ce sont des électeurs qui sont déçus par la technicité ou la technocratie européenne, je crois qu'aujourd'hui, ce sont des électeurs qui, sans y connaître plus forcément, se retranchent derrière cette incompétence voulue et se disent décidément l'Europe ça n'est pas pour nous et qu'il y a une adhésion dans tout ce qui peut être anti-européen.
On va voir comment vont se comporter ces nouveaux groupes élus ou ces nouveaux députés. Mais on sait d'habitude que les députés d'extrême droite sont là pour faire une obstruction à coups de décibels, une obstruction bruyante, comme l'a encore été sur un plateau de télévision ce soir M. Collard. Et on sait que cette chose-là est destructrice et que surtout, elle ne correspond en rien à ce que les électeurs attendent. Il y a donc là une captation du vote, mais une captation qui est consentie par le public, qui est consenti par les électeurs. Et de ce fait-là, le message de ce soir n'est pas très rassurant, même si sur le plan arithmétique, on a des données qui sont moins très rapidement, inquiétantes ou effrayantes qu'on le pensait. Il y a peut-être quand même justement le balancier qui va de l'autre côté, c'est-à-dire qu'en fait les Européens se rendent compte qu'il faut se battre pour l'Europe et que c'est aussi ce qui se passe dans ces élections, c'est-à-dire des partis pro-européens qui gagnent des points. Ce qui serait bon, c'est qu'enfin on puisse discuter d'Europe avec un peu de sérénité. Ça n'arrivera plus jamais, je crois. Quand on a suivi cette campagne, j'avais l'impression d'être dans ces films que je voyais quand j'étais enfant, avec le calumet ou l'âge de guerre planté, et des politiques qui faisaient le tour en criant je ne sais quelles incantations vers le ciel. Il faudrait qu'on soit un peu plus constructif au niveau européen. On ne l'est pas aujourd'hui. Il faut qu'il y ait un dialogue. Tous ces partis extrémistes, quel est leur programme? Rien. Rien. C'est crier non à l'immigration, fermons les frontières, non à l'euro. Ah si, on va peut-être le garder quand même parce qu'on ne sait pas. Franchement, aujourd'hui, franchissons l'étape. Soyons sereins, discutons, construisons ensemble avec des points de vue différents, comme on l'est dans toutes les démocraties. Alors, on va reconstruire ces résultats et les tout derniers résultats avec vous. Avant de nous quitter, merci à vous. Et pour aller dans votre sens, l'un des enseignements de la soirée en France, c'est que la majorité des Français ont voté pour des partis pro-européens, et ce malgré la première place du Rassemblement national. Je vous rappelle donc son score, 23,3%. Cela correspond, vous le découvrez à l'antenne, entre 23 et 25 sièges. Le parti présidentiel La République En Marche avec le MoDem, 22 à 24. La percée historique des Verts d'Europe Écologie, Yannick Jadot, la liste emmenée par Yannick Jadot culmine à 13,1%, 12 à 14 sièges. Pour les Républicains emmenés par François-Xavier Bellamy, c'est la catastrophe. Ils étaient à 21%, l'UMP en 2014, 8,4% seulement pour sa liste. Vous découvrez les deux autres groupes qui siégeront bien à Bruxelles pendant 5 ans, le Parti Socialiste Place Publique avec Raphaël Glucksmann et la France Insoumise, liste conduite par Manon Aubry pour Jean-Luc Mélenchon. Je vous propose de regarder tout de suite quelques réactions de politiques français, réactions donc de politiques, et on se retrouve juste après avec de nouveaux invités. C'est une satisfaction immense pour tous ceux qui n'ont jamais douté, pour tous ceux qui se sont battus et n'ont jamais cessé de croire en la France. Cette mobilisation inédite dans une élection européenne depuis plus de 25 ans témoigne d'un sursaut populaire contre le pouvoir en place qui subit ce soir un véritable échec. Nous ne sommes pas arrivés en tête et nous le regrettons. Pour nous, le combat n'est pas terminé. Nous le mènerons au Parlement européen pour empêcher les nationalistes d'affaiblir la France et de bloquer les progrès que les Français attendent. Nous sommes ce soir la troisième force politique en France. Probablement avec des scores identiques, voire parfois supérieurs, en Allemagne, en Belgique et ailleurs. C'est donc bien une vague verte européenne dont nous sommes les acteurs ce soir. Emmanuel Macron a fait un choix lourd de conséquences en réduisant le débat européen à une croisade contre Marine Le Pen, pleine d'arrière-pensée. Ce qui n'a abouti qu'à une seule chose: faire progresser les extrêmes. Bien sûr, les résultats de la France insoumise sont décevants, compte tenu de nos espérances et efforts que nous avons déployés dans cette campagne. Mais cette campagne porte néanmoins certaines perspectives d'espoir. Elle confirme que la France insoumise, mouvement qui n'a pas 3 ans, s'est ancré dans le paysage politique. Si on additionne toutes les forces qui se sont éparpillées, qui représentaient la gauche dans ces élections, ça fait un score qui peut être une alternative à Emmanuel Macron et à Marine Le Pen. Le problème, c'est cet éparpillement. Et donc, dès demain, nous allons reprendre notre bâton de